Qu'est-ce qui fait qu'on regarde une pièce et qu'on se dise «Aïe, c'est moche»? La question a l'air simple, mais en réalité, c'est bien plus complexe qu'une simple affaire de goût. Derrière cette impression, il y a souvent des codes, des déséquilibres et parfois un vrai manque de personnalité. On va plonger là-dedans pour essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière un design qui ne fonctionne pas. C'est la vraie question en fait. Parce qu'un intérieur peut être hyper audacieux, presque dérangeant et pourtant fascinant. Et à l'inverse, un espace tout droit sorti d'un magazine peut nous paraître complètement froid, sans vie. C'est justement dans cette nuance que tout se joue. L'idée, c'est de comprendre pourquoi certains agencements marchent et pourquoi d'autres, échouent. Pour y voir plus clair, on va explorer 5 grands thèmes. On va d'abord voir la différence entre le goût personnel et les règles de design. Puis, on parlera de ces fameuses pièces catalogues, du chaos de l'incohérence, de la ligne très fine entre l'excès et l'audace. Et pour finir, on verra pourquoi l'authenticité, c'est vraiment la clé. Alors, la première idée qu'il faut vraiment se sortir de la tête, c'est que tout est une question de goût. Bien sûr, nos préférences sont personnelles, elles viennent de notre culture, de notre histoire. Un intérieur, c'est avant tout un refuge, et si les gens qui y vivent s'y sentent bien, mission accomplie. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Dire «j'aime pas le jaune», c'est une opinion, un point c'est tout. Mais dire que le jaune, dans ce contexte précis, est mal associé et crée un contraste criard, ça, c'est une critique qui se base sur la théorie des couleurs, c'est objectif. Pareil pour le canapé. On peut ne pas aimer son style, mais dire qu'il est disproportionné et qu'il casse l'équilibre de la pièce, c'est basé sur des règles de composition, des principes d'harmonie que notre œil perçoit, même sans qu'on s'en rende compte. Et voilà le point crucial. Un décor devient vraiment moche pour une majorité de gens quand il coche ces 2 cases. Non seulement il ne raconte aucune histoire, il est impersonnel, mais en plus il enfreint des principes de base de composition. C'est ça qui crée cette impression de confusion ou même de laisser aller. Bon, passons au premier grand faux pas en design. L'intérieur qui est techniquement parfait, mais qui est désespérément vide et ennuyeux. C'est ce qu'on appelle l'effet catalogue. On parle de ces espaces qui sont faits pour plaire à tout le monde. Ils sont donc neutres, impersonnels, sans aucune saveur. Le piège, quand on veut copier à la lettre une ambiance de magazine, c'est de créer une sorte de coquille vide. C'est peut-être très beau en photo, mais ça n'a aucune chaleur, ça ne raconte rien. Ça ne ressemble pas à un foyer. La différence est flagrante ici. À gauche, on a les meubles tous pareils, les affiches vues et revues, l'éclairage froid d'un bureau. Et à droite, un mélange de styles, des photos qui ont un sens, des objets qui ont une histoire et surtout une lumière travaillée qui crée une vraie atmosphère. C'est ça, ce sont ces traces de vie qui manquent cruellement à la pièce catalogue. Alors comment on fait pour éviter ça ? Eh bien, il faut s'approprier l'espace. On peut mélanger un canapé tout neuf avec la vieille commode de sa grand-mère, on peut exposer ses collections, ses passions, personnaliser un meuble de grande série, ça change tout. Et surtout, il faut privilégier les objets qui ont une histoire, une petite imperfection charmante. Ça aura toujours plus d'âme qu'un produit de masse parfait, mais sans histoire. On passe maintenant à une autre catégorie de design qui ne marche pas, le manque de cohérence. Là, le problème est plus technique. Les objets peuvent être superbes, pris séparément, mais une fois mis ensemble, ça ne fonctionne juste pas. L'idée de grammaire visuelle est vraiment essentielle ici. Un intérieur incohérent, c'est exactement comme une phrase qui contiendrait de très beaux mots, mais placée dans le désordre le plus total. Le résultat, c'est un fouillis visuel qui nous met mal à l'aise. L'œil sent que quelque chose cloche, même sans pouvoir mettre le doigt dessus. Heureusement, pour créer cette grammaire, il y a des bases solides, 3 piliers. Le premier, c'est la palette de couleurs. On choisit 3 à 5 teintes et on s'y tient. Ça crée un fil rouge. Ensuite, le style dominant. Même si on aime mélanger, il faut une base stylistique qui ancre le tout. Et enfin, l'échelle. Un canapé immense dans un tout petit salon ou un tapis minuscule dans une grande pièce, ça crée un déséquilibre immédiat. Cette liste de signes, elle est très parlante. Le syndrome de l'archipel, avec tous les meubles collés au mur sans aucun lien entre eux, c'est un grand classique. Ou la guerre des styles, où chaque meuble semble crier plus fort que son voisin. Une fois qu'on a repéré ces problèmes, on sait par où commencer pour retrouver un peu d'harmonie. Maintenant, on entre dans un territoire fascinant, celui de l'excès. C'est là que la frontière entre le moche et le génial devient vraiment, vraiment fine. On va essayer de faire la différence entre une abondance qui est voulue et le simple désordre. Alors, c'est quoi la différence ? En un mot, l'intention. Le maximalisme réussi, c'est une collection qui est organisée avec soin. Même s'il y a beaucoup de choses, il y a une logique, des rappels de couleurs, une superposition réfléchie. Chaque objet a sa place.
L'encombrement, au contraire, c'est juste une accumulation passive. Rien n'est mis en valeur et ça crée une sensation d'étouffement, de désordre. Et au sommet de cet univers de l'excès, il y a le kitsch. Attention, le kitsch, ce n'est pas une erreur de goût. C'est une déclaration, c'est un pied de nez à la fadeur. C'est le fait d'assumer son mauvais goût et d'en faire une vraie signature de style. C'est un clin d'œil, c'est presque une performance qui joue volontairement avec les limites. On termine avec ce qui est sans doute la forme de mauvais design la plus répandue et la plus insidieuse. Et ce n'est probablement pas ce que l'on imagine. Eh oui, l'ennui. L'appartement parfait, harmonieux, lumineux, mais terriblement prévisible. Ce type de décor, qui a été surpopularisé par les réseaux sociaux, est devenu une sorte d'uniforme. En voulant à tout prix atteindre une perfection idéalisée, on finit par créer des intérieurs qui se ressemblent tous, sans aucune personnalité. Le vrai problème, au fond, c'est la peur de la faute de goût. C'est une peur qui paralyse. Elle nous pousse à nous réfugier dans des choix sans risque, neutres et au final complètement sans âme. Le résultat, c'est un intérieur qui ne dérange personne, c'est vrai, mais qui n'inspire personne non plus. C'est froid, c'est distant et ça ne raconte absolument rien. Finalement, le message le plus important, c'est peut-être celui-là. Un décor imparfait mais qui vibre, qui a de la personnalité, sera toujours plus réussi qu'une copie parfaite mais sans âme. La clé, c'est d'oser. C'est de faire confiance à son instinct et d'assumer ses propres goûts, même s'ils ne sont pas à la mode. Parce qu'un intérieur réussi, ce n'est pas une nature morte, c'est le portrait vivant des gens qui y habitent.